Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une édition spéciale, on va dire spéciale, mobilisation en Guadeloupe. Depuis quelques jours, nous assistons à une mobilisation, mais assez particulière, avec des scènes sur le terrain, des scènes assez particulières, assez violentes par moments. Où en est-on, notamment à Pointe-à-Pitre? Où en est-on actuellement? Nous avons en plateau Henri Angélique, qui est maire adjoint en charge de la sécurité et des affaires scolaires à Pointe-à-Pitre. Il est aussi conseiller départemental en charge des œuvres scolaires, mais aussi président délégué du conseil d'administration du SDIS. Henri Angélique, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Boissé, bonjour Canal 10, bonjour aux auditeurs de Canal 10, bonjour aux Guadeloupéens. Alors nous parlerons de manière générale et ensuite nous nous focaliserons un petit peu sur Pointe-à-Pitre et en faisant un passage bien sûr par le SDIS. Alors de manière générale, lorsque vous assistez aux scènes en Guadeloupe, lorsque vous assistez aussi au positionnement des uns et des autres, en tant qu'élu, qu'est-ce que ça suscite chez vous? Comment vous sentez-vous aujourd'hui en tant qu'élu? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'élu, on s'interroge. Mais avant d'être élu, je suis un être humain, un Guadeloupéen, un point 3, quelqu'un qui vit sa Guadeloupe, qui vit son île, qui vit son pays. Et donc j'ai mal, naturellement, mais j'ai mal à plusieurs niveaux de voir que nous sommes en train, nous-mêmes, de nous focaliser sur une situation, peut-être que nous n'avons pas cherché, mais dont nous sommes finalement auteurs. Quand la nuit, nous laissons piller nos maisons, les maisons de nos voisins, de nos familles, et que peut-être qu'on trouve même que c'est bien, là, je m'interroge en tant qu'individu, en tant que Guadeloupéen. Et donc c'est l'appel aussi que je lance à tout le monde. Attention, nous sommes en train de tuer notre petit pays, notre belle île, que tout le monde nous chérit. Donc aujourd'hui, moi, je lance cet appel pour dire à tous les points 3, à tous les Guadeloupéens, jeunes, moins jeunes, ne nous laissons pas bercer par de fausses idées. Quelles sont ces fausses idées? Eh bien, je crois qu'on est en train de nous faire penser que nous ne sommes pas responsables de nous-mêmes. Moi, je me bats pour démontrer que je suis responsable de ce que je dis, responsable de ce que je fais et donc responsable aussi de l'avenir que je donne à mon pays. Moi, je m'engage dans cette société justement parce que j'ai une conviction. Je m'engage parce que j'ai une conviction que je partage avec d'autres. Et si je suis élu, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est justement parce que beaucoup partagent aussi cette conviction-là. Et quelle est-elle? C'est de voir une Guadeloupe florissante, une Guadeloupe qui met en avant sa jeunesse. Et est-ce que demander à des jeunes d'aller casser, d'aller faire tout ça, est-ce que c'est mettre en avant nos jeunes? Quand aujourd'hui, je me rends compte que notre Guadeloupe est citée un peu partout dans le monde et qu'on montre ces images, c'est pas ça qu'on a besoin de retenir de la Guadeloupe. Moi, j'aime bien, même si ça m'énerve parfois, qu'on puisse cataloguer la Guadeloupe comme étant une île cocotier soleil. Mais il n'y a pas que ça en Guadeloupe. Il y a des jeunes motivés, des jeunes volontaires. Et quand on dit que les jeunes sont en train de casser, c'est une généralisation qui est en train d'être faite. Je ne pense pas que lorsqu'un jeune, comme j'ai pu le voir à Pointe-à-Pitre, qui s'est retrouvé coincé dans sa maison, ne pouvant pas sortir, une maison en feu, c'est aussi un jeune qu'on aurait pu aussi retrouver demain autre part, quand quelqu'un de nous dire ou de nous raconter ce qui s'est passé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Attention, sachons jusqu'où aller, mais essayons de ne pas dépasser les limites de ce que nous pouvons faire. Alors j'y reviendrai tout à l'heure avec vous. Et nous partons du côté de Pointe-à-Pitre avec un commerçant, puisque vous avez aussi un regard particulier sur la ville de Pointe-à-Pitre. Nicolas, bonjour. Voilà, donc nous serons certainement avec M. Alors oui, bonjour. Alors Canal 10 se trouve ce matin à la rue de Nausière avec Monsieur Romanos devant le magasin Maxi Boutique. Alors Monsieur Romanos, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi? Alors moi je peux, la nuit de jeudi à vendredi matin, on m'a appelé à 2h15, j'ai traversé tous les barrages pour revenir parce que je suis du Gaudier, je suis arrivé assez rapidement
Et puis, j'ai rencontré des policiers et des pompiers qui étaient encore sur le boulevard, à l'entrée de la ville, un boulevard Fédère, où ils étaient Chanzy et Fédère, et ils n'étaient pas encore rentrés. Je leur ai demandé, comme les pompiers n'ont pas pu intervenir, tant qu'ils n'ont pas l'escorte ou assuré leur sécurité par les policiers. Alors, de ce fait, moi, je suis quand même rentré. Effectivement, il y avait encore quelques jeunes. Donc, le feu était déclaré depuis 23h25. Ils n'ont pas pu intervenir avant 3h du matin. Et puis, ils ont attaqué, ils ont pillé toutes les bijoutiers. Et donc, la bijouterie en face de moi a été pillée, normal, mais brûlée. Et le feu a pris dans cette maison qui est en bois et qui a traversé la rue pour venir sur Maxi Boutique, sur notre immeuble. C'est un dommage collatéral. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le feu n'est pas parti de chez vous. Le feu est parti en face. C'est ça. Je vous confirme que le feu n'est pas parti de chez moi. On n'a pas essayé de me voler ni de piller. C'est la bijouterie d'en face qui a été volée plus brûlée. Aujourd'hui, c'est une injustice pour vous? Non, je dirais pas. Je dirais que c'est la faute à pas de chance. C'est la faute que je sois en face d'une bijouterie. C'est la faute à beaucoup de choses. Mais je ne fais pas partie de l'injustice. Seulement, je peux dire que c'est une entreprise qui existe depuis 1936. Il y a des souvenirs. Il y a un travail effectué par mon père. Depuis 1935, pardon, je suis tellement un peu troublé encore, un peu ému. Donc, si vous voulez, c'est 86 ans d'une existence, des photos, des souvenirs, et puis c'est surtout aussi les employés qui sont actuellement maintenant au chômage. C'est les mères, les grands-mères, les grands-pères qui vont perdre leur boulot et qui ne pourront pas reprendre. Vous avez vu l'étendue des dégâts. Là, il faut complètement démolir et reconstruire. Je ne suis pas expert, mais à mon avis, je ne vais pas laisser les murs qui ont pris un feu à 2000 degrés rester debout. C'est la sécurité de mes futurs clients. Je vais reconstruire, je suppose, avec l'aide de l'État. L'État va s'engager à mes côtés, je l'espère. Justement, vous avez déjà vu vos assureurs? Non, j'ai rien encore vu. C'est maintenant que je peux rentrer. Je vais essayer de les voir. Aujourd'hui, c'est le premier jour où j'espère qu'ils sont ouverts. S'ils ne sont pas ouverts, ils sont pas en télétravail, ça va être assez compliqué. Je dois aller au commissariat porter plainte. Si le commissariat n'est pas ouvert, j'irai porter plainte au procureur de la République. Voilà, c'est une histoire de famille. En créole, le radio nombril enterré là, c'est l'ANET. En fait, en 1957, c'est l'ANET. Alors, vous êtes victime de cette mobilisation, est-ce que vous la comprenez? Moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je m'arrête aux faits. Des petits jeunes sont venus, je suppose désœuvrés, chômeurs, et mal vivre, mal être. Ils ont fait une petite révolution. Voilà, moi je ne peux comme arrêter au fait. Je n'ai pas à condamner, je ne suis pas là, je ne suis pas juge, je n'ai pas à condamner ni l'État qui n'a pas fait son devoir, son devoir de la libre circulation des biens des personnes, ce qu'on demande au pouvoir régalien. Je ne vais pas attaquer les jeunes, je ne vais pas attaquer les grévistes. Moi, je suis là pour constater que j'ai un immeuble qui est détruit pratiquement à 100%. Et ce qui me triste encore plus, c'est que j'avais des costumes, des robes de mariée, des robes de demoiselles, des costumes des cavaliers, des robes de première communion, de confirmation, et que tout a brûlé, et que c'est des gens qui se marient au mois de décembre. Comment reconstituer le stock, comment les aider, je ne sais pas. Franchement, aujourd'hui, je n'en sais rien. La seule chose que je puis dire, j'ai pu avoir un petit local à la rue Sadi Carnot qui est juste perpendiculaire à la rue Nausière.
je vais essayer d'écouter les doléances de toute ma clientèle, parce que nous avons une clientèle qui était fidèle, qui nous a envoyé beaucoup de force. Il y a bien Quimbe, force Quimbe, mais il faut les aider quand même. Ils ont versé des acomptes sur leurs costumes, leurs biens. Mais maintenant, voilà où je suis, je ne sais pas quoi faire. Merci beaucoup. Bien, on poursuit avec nos images. Nous allons voir un autre propriétaire qui se trouve en ce moment à discuter avec les experts, les assureurs. Nous allons lui poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors vous venez de nous dire que vous êtes propriétaire aussi de locaux par ici. Et ici, de l'autre côté, voilà, à gauche, 32 rue de Nausière, qui ont été passés par les flammes. On a essayé de sauver ce qu'on peut. Et heureusement, mais malgré l'arrivée tardive des pompiers, on a essayé de sauver ce qu'on peut. Merci les pompiers. Parce que 5 minutes après, je pense que c'est le 3/4 de Pointe-à-Pitre aurait cramé. Les soldats du feu. Je remercie spécialement le commandant Jacques Laguerre qui a fait vraiment intervenir l'unité, le détachement qu'il faut pour venir. Et aussi remerciements pour les agents EDF qui étaient sous pied d'œuvre aussi. Les pompiers qu'ils ont accompagnés, qui sont restés jusqu'au lendemain pour accompagner, si vous voulez, les flammes et maîtriser les flammes. Et voilà, vous voyez autour de vous, c'est un désastre total. Désastre. Vous êtes victime, on peut dire, Voilà, nous revenons avec notre invité en plateau, Henri Angélique. Donc, nous étions à Pointe-à-Pitre avec des commerçants que vous avez eu certainement à rencontrer. Si, pas plus tard qu'hier, avec le maire, avec les élus qui sont justement concernés par le centre-ville. Je pense à M. Pelléculier ou M. Badifadoul. On a rencontré justement les commerçants, on a fait le tour, et M. Romanos aussi, avec lequel nous avons longuement échangé. Le maire, Harry Durimel, a fait des propositions très concrètes également à M. Romanos et à toutes les... Lesquelles ? Eh bien, déjà de constituer une plateforme pour pouvoir répondre rapidement aux besoins, notamment dans les relations avec les assurances et tout. Donc, le maire était avec M. Bruno André, le sous-préfet, pour trouver également les meilleures solutions, puisqu'on sait que dans les maisons, beaucoup de choses ont brûlé, les papiers, etc. Donc, le maire a fait des propositions. Et très certainement, en tout cas, la mairie sera aux côtés de tous ces commerçants pour très vite trouver les solutions rapides pour que chacun s'en sorte rapidement. Pour que chacun s'en sorte rapidement, vous êtes maire adjoint en charge de la sécurité et des affaires scolaires. Mais on va s'arrêter tout de suite au niveau de la sécurité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Pointe-à-Pitre, c'est une ville sécurisée? Alors, est-ce que Pointe-à-Pitre, c'est une ville sécurisée? Il faut savoir que Pointe-à-Pitre est une zone où la préoccupation en matière de sécurité est importante. Je discutais notamment avec les lieutenants et capitaines qui sont intervenus sur ce feu. Ils m'ont confirmé une chose, et également le colonel directeur du SDIS, M. Félix Antenor Bazac. Ils m'ont certifié d'une chose, c'est que Pointe-à-Pitre présente les plus forte garantie en matière de sécurité. Dès la prise de fonction du maire, en tout cas, il m'a confié cette charge de gérer la sécurité. Nous nous sommes préoccupés de savoir justement, est-ce qu'en matière des hydrants, est-ce que en matière de régulation de la circulation, est-ce que sur ce point-là, nous pouvons répondre favorablement? En tout cas, j'ai la certification, la confirmation au niveau des pompiers que cela est fait. Vous pensez bien qu'en ma qualité aussi de président du conseil d'administration, ma première préoccupation a été de savoir ce qu'il en était pour Pointe-à-Pitre, surtout quand on sait que d'autres communes ont connu de grandes difficultés. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter aussi les pompiers qui, en dépit de la situation qu'on connaît, interviennent rapidement sur les lieux. Ils sont fatigués, ça se voit sur leur visage, mais c'est aussi, ils restent dans le cadre de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres courageux, volontaires et dynamiques. Donc en fait, ils ne sont plus en grève. Alors, est-ce qu'ils ne sont plus en grève? Je pense que leur revendication, telle qu'elle a été présentée, elle est légitime. Et moi, ça me permet de faire le lien, en tant que président du conseil d'administration, avec l'ensemble du conseil d'administration, nous avons mené un certain nombre de rencontres, d'échanges avec eux, et nous avons pris des engagements qui étaient très forts. Et moi, en ce qui me concerne, dès la première réunion, je leur ai dit une chose qui est simple. En ce qui concerne
le pass sanitaire, en ce qui concerne l'obligation vaccinale, la loi prévoit une progression. Nous allons vers cette progression et ils ne peuvent pas dire le contraire. Nous avons été entre le préfet et cette application pour dire que jusqu'au 15... Alors pourquoi cette mobilisation? Alors, la mobilisation, je pense, c'est de dire qu'il faut abroger la loi. Mais moi, je n'en ai pas cette compétence. Et on est bien d'accord. La compétence que j'avais, c'était d'accompagner les pompiers dans cette démarche-là. Et c'est ce que nous avons fait. Au-delà du 15 novembre, nous n'avons plus compétence. Et naturellement, observez bien que le mouvement est parti le 15 novembre, puisque bien avant, nous avons eu à échanger sur un ensemble de revendications. Et cet ensemble-là présentait plusieurs points. Chaque point a été étudié. Chaque point a trouvé, il me semble, un point d'entente. Il restait que les 2 points qui m'ont été soumis le vendredi juste avant le départ de grève, c'était le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Sur ces questions-là, effectivement, nous n'avons pas pu trouver une belle démarche d'entente. Maintenant, est-ce qu'ils ne sont plus en grève? C'est ce à quoi nous aspirons. Est-ce qu'à l'issue de la rencontre avec le ministre Jean Castex, est-ce qu'on trouvera aussi une porte de sortie? C'est ce que je souhaite, puisqu'en tout cas, le département a cette volonté de trouver une vraie sortie à cette crise concernant les pompiers, mais au-delà des pompiers, tous ceux qui sont dans le corps médical. Donc si l'idée, c'est de permettre qu'une avancée puisse être faite pour un décalage dans l'application, eh bien, j'espère que nous trouverons peut-être une réflexion positive aujourd'hui auprès des ministres. En tout cas, nous, au niveau du conseil départemental et donc par déclinaison au niveau du SDIS, nous allons prendre toutes nos responsabilités, parce que c'est ce que nous avons fait depuis tantôt. Nous sommes toujours engagés auprès des pompiers. Alors justement, j'aimerais vraiment avoir un franc-parler. Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter tout cela? Est-ce qu'en amont, les élus ne pouvaient pas faire en sorte que ça n'arrive pas, puisque j'entends les élus dire oui, mais nous avons interpellé l'État, nous avons parlé, on n'a pas été entendus et tout ça. Est-ce que vous, élus, avez pris la mesure de ce qui aurait pu se passer après avoir entendu ce que la rue disait, etc. Vous-même étiez à l'aise. Justement, nous élus, nous sommes élus guadeloupéens. Le président Chalus dit une chose toujours qu'on entend bien, c'est que les Guadeloupéens sont les meilleurs experts de leurs problématiques. Quand il le dit, il faut bien savoir ce qu'il dit. Nous sommes Guadeloupéens, nous maîtrisons, donc nous sommes dans la rue. Nous entendons ce qui peut être dit. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le relais auprès des édilités pour leur expliquer, bon, attention, il y a cet aspect des choses qu'il va falloir prendre en compte. Lorsque le taux de vaccination en Guadeloupe a pris tout ce temps pour évoluer, eh bien, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème de pédagogie et d'explication, puisqu'on connaît notre histoire. On est Guadeloupéen, on se connaît bien, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc, quelque part, comment mieux faire comprendre aux autres que dans cette démarche-là, la loi s'appliquant, mais avant l'application de la loi, il y a toute une procédure à mettre en œuvre. Eh bien, je pense que les élus ont joué leur rôle. Je crois que le président Losbar et pour ensuite le président Courtois n'ont eu de cesse le lundi à 15h à la résidence départementale de réunir toutes les parties prenantes autour de cette question. Lundi? Le lundi, chaque lundi, à 15h, eh bien, il y a toujours eu une réunion au conseil départemental, à la résidence départementale, avec toutes les parties prenantes, l'ARS et toutes les personnes concernées par cette question. Est-ce qu'on n'a pas été entendu? Je vous laisse libre de voir ce que ça a donné, les réflexions que nous avons eues. En tout cas, le conseil départemental a joué son rôle, le conseil régional a joué son rôle, les élus de proximité que nous sommes, nous avons joué notre rôle. Alors là, la vraie question, c'est pourquoi n'êtes-vous pas entendu? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui se passe? Bien, vous allez me faire dire ce que je répète, ce que le président Losbar a dit, ce que le président Courtois a dit, ce que le président Chalus a dit également, la domiciliation du pouvoir. Aujourd'hui, il faut véritablement que nous puissions décider de ce que nous pouvons faire, de l'application d'une loi, de la façon d'appliquer la loi. C'est vrai que nous avons peut-être loupé un certain nombre de fois le coche,
Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on se rende à l'évidence. Cette évolution institutionnelle, elle est importante. Il faut vraiment qu'on réfléchisse sur comment faire en sorte que nous puissions décider par nous-mêmes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faute à qui? C'est la faute à personne et c'est la faute à tout le monde en même temps. Lorsque nous devons prendre un virage et que nous sentons que nous allons trop vite, il faut aussi qu'on se dise, bon, je ralentis, je prends le virage, je le négocie. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à un moment charnière. Pour qu'on puisse véritablement donner une vraie orientation à notre Guadeloupe, je ne pense pas que ça soit uniquement le fait des élus. Il faut aussi que chaque compatriote, chaque Guadeloupéen puisse se dire, bon, mais alors qu'est-ce que je veux pour la Guadeloupe? Mais vouloir quelque chose, parfois, alors, est-ce que la voix de la population est en phase avec la voix des élus? Parce que la population dit ce qu'elle veut. Mais la population dit ce qu'elle veut, mais il y a aussi une procédure. Il faut aussi qu'on soit dans cette logique de la méthode et de la procédure. On veut toujours que les choses aillent vite. On veut un résultat dès demain. Peut-être qu'il faut aussi prendre le temps de la construction aussi. Mais pour construire quelque chose, il faut qu'on puisse être capable de s'installer et peut-être participer aussi à la décision directement. C'est vrai qu'on me confie un mandat parce qu'on a voté pour Henri Angélique, on a voté pour Tania Galvani. Mais ça ne suffit pas, parce qu'à un moment aussi, il faut qu'on puisse échanger. Porter la parole, ce n'est pas juste aller dans un sens et ne pas tenir compte de ce que les autres disent. Mais il faut véritablement que, quelque part, plutôt que d'aller vers la violence, eh bien, qu'on puisse prendre le temps de la discussion. Et moi, je souhaite que nous puissions véritablement, c'est un mot que je n'aime pas, s'asseoir autour d'une table, mais si c'est la formule à employer... Mais c'est une formule qu'on emploie, reconnaissez-le, Henri Angélique, depuis bon nombre d'années. On n'a peut-être pas encore trouvé la bonne table. On répète, on n'a peut-être pas encore trouvé la bonne table. Est-ce qu'elle existe, la table? Est-ce qu'elle existe, la table? Beaucoup d'élus nous ont montré qu'on n'a pas besoin de table pour discuter. Ça veut dire qu'on perd du temps dans la réflexion. Aujourd'hui, mettons-nous ensemble. Alors, comment les élus peuvent se positionner aujourd'hui? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il y a une issue? Et laquelle? Quand on a envie d'avoir un résultat, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à s'entendre? Est-ce qu'on est prêt à s'écouter? C'est la vraie question. Parce que je peux ne pas être d'accord avec vous, Madame Boissé, mais je dois entendre ce que vous me dites. Et ensuite, ce que vous me dites doit m'inviter aussi à soit apporter un complément à ce que je pense, et pourquoi pas changer ma façon de penser et adopter la vôtre, parce que la logique que vous m'avez apportée est peut-être meilleure. Très souvent, je m'en rends compte, on s'arc-boute sur une logique. Vous savez, moi, j'arrive quelque part, eh bien, parce qu'Henri Angélique, c'est un élu, eh bien, tout de suite, sa parole ne vaut pas grand-chose. Et ça aussi, c'est un problème que nous avons en Guadeloupe. Je le vois avec les gens qui font partie de mon entourage, leur changement d'attitude, simplement parce que hier, Henri Angélique n'était pas élu, donc c'est bon, il pouvait parler. Eh bien, à présent, élu, mais on compte tous ces messieurs, etc. Non, on n'a pas changé. En compte, sans hier, si vous votez dans moi, là, c'est que vous êtes d'accord avec la façon de parler moins. C'est pas parce qu'on a élu là qu'on vient de changer. Et c'est ça aussi notre problème en Guadeloupe, c'est qu'on est tout de suite catalogué. La volonté que nous avons à faire évoluer, eh bien, on va toujours la mettre au service de la Guadeloupe. Mais les attentes sont tellement profondes que la population a envie que ça bouge. Mais et est-ce que, justement, vous avez le courage de dire oui, on peut faire bouger ou non, on ne peut pas faire bouger? Madame Boissy, prenons le cas de cette obligation vaccinale. Je suis désolé de dire que, d'après la formation que j'ai, je sais que la loi étant appliquée, à ce moment-là, il y aura une limite que je ne pouvais pas repousser. Mais avant d'atteindre cette limite-là, j'ai été dans la négociation, j'ai été dans la discussion pour dire voilà ce qu'on peut faire. Et avec qui? Discussion avec qui? Je prends le cas, par exemple, avec mes collègues au SDIS. Nous avons échangé, nous avons poursuivi et j'ai pris mes responsabilités en disant voilà, moi je suis président, je peux faire ça. Maintenant, après, au-delà, je serai toujours à vos côtés, je partage le point de vue, puisque quelque part, je comprends aussi cette problématique, comment elle est née. Maintenant, je n'aurais pas parlé d'obligation vaccinale, j'aurais plutôt parlé de nécessité vaccinale. Parce que quelque part, il faut aussi qu'on comprenne quelle est la problématique. Moi, quand je regarde la télé sur toutes les chaînes, quand je regarde les réseaux sociaux, j'ai des images, je ne dois pas me focaliser sur quelque chose qui m'importe, je dois me focaliser sur tout un ensemble. Qu'est-ce que je constate? La pandémie, elle est mondiale, elle concerne tout le monde.
Donc, je ne suis pas une petite Guadeloupe à vouloir changer la face du monde. Je suis une petite Guadeloupe qui a besoin de s'intégrer dans le monde. Cette nécessité, c'est peut-être une immunité collective qu'on va chercher. Est-ce que ça passe par un vaccin? On me dit que la solution la meilleure, c'est le vaccin. Mais je ne suis pas un scientifique pour pouvoir décider que c'est faux ou c'est pas vrai. Mais quelque part, je dois être capable d'entendre que le vaccin est peut-être une des meilleures solutions. Une fois que je l'ai entendu, je partage la réflexion avec d'autres. Mais si quand je partage la réflexion, on me sort toutes sortes de données qui, à la limite, n'ont pas forcément des fondements, je préfère me taire et je me dis, bon, voilà, on va attendre de voir ce que ça donne. Mais moi, quand j'enseigne, je suis un enseignant, quand j'enseigne à mes étudiants, je leur dis, OK, on reste dans notre logique, mais derrière, voilà ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est qu'on va être cloisonné. On ne va pas pouvoir nous développer parce qu'on va être une zone rouge où on ne voudra pas commercer avec nous parce qu'on ne présente pas toutes les garanties. Il y a aussi des conséquences qu'il va falloir prendre en compte. Mais quand les conséquences nous tombent dessus, il ne faut pas qu'on se dise « oui, mais attends, ça n'est pas normal, etc. » Il faut qu'on soit dans la réflexion, dans la logique de nous-mêmes et aussi dans de la pédagogie. Et je terminerai en disant que hier, j'écoutais, je suis toujours sur Canal 10, hein, on dit « c'était là, pepla hein. ». Donc, quand j'entends un adulte me sortir une sorte de théorie du complot, etc., je me dis, mais j'espère que ce monsieur-là n'est pas un père de famille, parce que s'il est en train de distiller ça à des enfants, eh bien, nous arrivons là, nous t'écaillons là. Donc, on ne peut pas... La théorie du complot existe où? Mais je ne sais pas, je n'ai aucun livre qui m'a dit par A plus B que la théorie du complot 1, 2, etc. Il y a un moment, il faut quand même qu'on puisse prendre du recul sur les choses, et pas parce qu'une réponse nous convient, qu'on puisse dire, voilà, c'est la vérité. Moi, je ne connais pas la vérité. Hein. Tout le monde détient sa vérité. Maintenant, comment on fait pour pouvoir sortir quelque chose qui convienne à tout le monde? Pour moi, ça passe par de la discussion. Vous pensez que ça passe par la discussion entre nos parlementaires, responsables de collectivités, avec les 4 ministres mais n'oublions pas l'essentiel, avec le peuple. Nous sommes l'émanation du peuple. Moi, quand je suis un élu de Pointe-à-Pitre. Ce matin, eh bien, j'ai fait le tour de la ville de Pointe-à-Pitre pour voir dans quel état que c'est, pour soulager les personnes qui ont subi des dommages. Parce que, je pense non pas à moi, mais je pense à la population. Alors, vous pensez à la population. Vous nous avez dit, et nous sommes arrivés au terme de cette émission, vous nous avez dit que les pompiers sont épuisés, bien sûr, avec plusieurs jours, je dirais, à sillonner la Guadeloupe. Ça voudrait dire que tous les pompiers sont à l'œuvre. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être en grève. Je reviens à cela. Ben, écoutez, je serais heureux si les pompiers me disaient c'est bon, on arrête le mouvement, on va reporter. Je ne sais pas, puisque, vous savez, moi, j'ai un profond respect pour les hommes et j'ai un profond respect pour les pompiers. Ils sont dans un mouvement, je respecte ça parce que nous sommes dans un pays de droit, un pays de liberté, et surtout, le droit de grève est reconnu par la loi. Donc, nous sommes en capacité de faire la grève. Maintenant, nous devons être aussi en capacité de discuter. Moi, je vais vous rassurer, Madame Boissé, je n'ai aucun problème avec les pompiers. Je n'ai aucun problème d'échange ou de discussion avec M. Zou, M. Barveau et tous les autres, bien au contraire. Mais parce qu'ils savent que je respecte leur position. Je ne vais pas chercher à influencer ni quoi que ce soit, mais dans l'échange, chaque fois qu'on l'aura, eh bien, nous allons toujours avancer nos arguments. Et c'est pour ça qu'au-delà de tout ce qu'on voit aujourd'hui, moi, je vous rassure, il y a une vraie relation d'échange. D'ailleurs, je leur ai déjà dit, il faut qu'on se revoie très rapidement pour qu'on puisse échanger, pour voir comment on peut apporter des solutions à leurs problématiques. En tout cas, ce que moi, je peux faire, alors, je sais qu'ils savent... Oui. Eux disent... Nous ne voulons pas du pass vaccinal, nous ne voulons pas de cette obligation vaccinale. Est-ce que vous pouvez répondre? Écoutez, je peux répondre que si, je vous dis en toute sincérité, si j'en avais la possibilité, c'est bon, ça aurait été une affaire classée en ce qui me concerne. Mais ça ne dépend pas que de moi. L'idée maintenant, c'est de voir comment on pourrait trouver une dérogation à cette loi, puisque la loi, elle concerne tous les Français. Elle existe et elle concerne tout le monde. La Guadeloupe, on devient singulier en refusant. Eh bien, moi, à mon niveau, c'est de voir, par l'intermédiaire des représentants directs, que sont les présidents des collectivités, dans la rencontre avec le ministre, comment on peut trouver une meilleure solution.
Il y a une chose aussi, on n'en a pas parlé, en ce qui me concerne, dès le départ, et j'ai fait écrire en rouge sur le premier protocole que nous avons eu, qu'en tant que président, jamais je ne sanctionnerai. Vous avez fait écrire en rouge? Oui, ils peuvent le dire. J'ai fait écrire, ça veut dire moi je m'engage à trouver les voies et moyens pour que nous n'arrivions jamais à cet état. Donc actuellement, il n'y a pas eu de sanctions? Alors, il y a une procédure administrative. Vous savez comment ça fonctionne. La procédure administrative prend aussi du temps. Le temps, ça permet aussi de trouver les bonnes raisons pour justement sortir de la crise. Alors moi, je fais toujours confiance au temps. Et si on peut trouver une entente avec le gouvernement aujourd'hui, qui est de dire quand même qu'on ne peut pas mettre, parce que quelqu'un a émis une volonté ou une idée, ou simplement vous a dit c'est juste pas normal qu'on puisse me sanctionner parce que j'ai pas envie de prendre un vaccin. Je trouve que là, par contre, c'est pas normal qu'on puisse effectivement sanctionner financièrement un père ou une mère de famille. Là, je suis totalement d'accord avec eux. Donc, en rouge, vous avez écrit « Vous ne sanctionnerez pas ». J'ai fait savoir que je mettrai tous les moyens que j'ai à ma disposition pour que nous n'arrivions pas à cet état de fait. Ça a été mon engagement et je crois que c'est peut-être pour ça qu'on garde aussi cette confiance et ils savent que moi, je suis debout derrière mes paroles parce que je ferai tout ce que je peux pour que le Guadeloupéen, le pompier guadeloupéen, sortent, grandit de cette histoire. Et je leur disais souvent, le plus dur et peut-être le plus facile aussi, c'est de savoir comment on sort par le haut de cette histoire. Merci Henri-Angélique d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous aurons d'autres émissions pour vous faire entendre la voix des élus, la voix de l'État et aussi la voix des chefs d'entreprise, la voix de la population. Et merci de nous suivre et de continuer à nous suivre régulièrement.